Bonjour à tous, bonjour Magda. Bonjour Gabriel, Comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. J'espère que du coup vous aussi vous allez bien. Alors bienvenue pour un nouveau Neurolive. Alors aujourd'hui, la thématique c'est donc Magda. En fait, on a la chance d'avoir Magda qui avait déjà fait un Neurolive avec moi, hein. C'était sur l'activité physique pendant le confinement. C'était l'hygiène de Ex- vie, l'activité physique pendant le confinement. Alors aujourd'hui, du coup, en fait, tu vas nous faire part de ton témoignage parce que donc tu as été, il y a de cela donc quelques années, hein, victime d'un accident de la route et du coup, bon, bah, malheureusement, en fait, tu as dû passer du coup, par plusieurs médecins, par d'autres professionnels de santé, du paramédical et donc on avait échangé, on s'est dit que ça pouvait être, intéressant de voilà, de revenir en fait sur ça, sur ce parcours finalement de soins et de prise en charge parce que, alors non seulement déjà parce que je pense que ça fait du bien aux personnes qui malheureusement en fait sont passées par là ou qui passent par là de se dire bon bah voilà il y a d'autres personnes aussi finalement qui sont confrontées en fait à ces difficultés là et parce que bah du coup on ne sait jamais, on espère que finalement ces témoignages là vont aussi apporter des informations qui on l'espère vont être utiles donc aux personnes qui regardent la vidéo et qui vont on l'espère avec du coup donc ton témoignage pouvoir mieux se réorienter éventuellement vers les professionnels compétents qui vont pouvoir du coup travailler ce qu'il y a à travailler avec le patient. Parce qu'on le sait, la plupart du temps, malheureusement, alors que ce soit au Canada ou en France, et j'imagine du coup dans d'autres pays aussi, on est très très souvent seul finalement en fait en tant que patient. Lorsque donc il y a quelque chose qui nous arrive, on est un peu livré à nous-mêmes et c'est à nous malheureusement en fait d'aller trouver les bons professionnels, le professionnel qui pourrait travailler la fonction qui doit être travaillée chez nous, les informations, il faut qu'on aille à la pêche aux informations. Donc c'est vraiment assez galère, hein. C'est pour ça d'ailleurs même qu'on parle de parcours du combattant même plus que de parcours de soins. Euh, et donc voilà, donc c'est pour ça que donc aujourd'hui la thématique voilà c'est donc Magda qui revient donc sur son histoire et qui très très gentiment accepte de témoigner en espérant que du coup ça puisse être utile à un maximum de personnes. Je te laisse commencer, je te laisse poser le cadre. Quand est-ce que du coup ça s'est passé? Et puis après, bon bah voilà, on fait comme d'habitude, hein, on échange sans pression. Parfait, merci Gabriel de me donner cette opportunité de pouvoir venir parler de mon expérience. Comme tu as dit, c'est vraiment un parcours de combattant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici au Québec, lorsqu'on a un accident de la route, on entre automatiquement sous le régime de la SAC, donc la Société automobile du Québec. Ils ont plusieurs cliniques à Montréal. Ils s'occupent de nous. Ils nous font un diagnostic bon, avec leur médecin et tout ça. Alors, j'ai été prise en charge en 2015 suite à mon accident de la route par un médecin qui m'a diagnostiqué une commotion cérébrale, une entorse cervicale, dorsale et lombaire. Donc, les traitements se sont enchaînés assez rapidement à ce niveau-là. C'était assez efficace. Le service. Ils m'ont tout de suite mis sur un 3 jours semaine. J'ai commencé avec l'ergothérapie, ensuite j'ai fait un peu de physio, ensuite ils m'ont mis de l'acupuncture. Euh, donc j'étais très régulière. Alors, Pardon? tu étais toute seule ou pas en fait à ce moment-là? Ça veut dire que est-ce que déjà à ce moment-là en fait est-ce que tu avais le soutien par exemple de ta famille, de l'entourage? Ou alors non, c'était Euh, le corps médical face à toi? donc, dans ce temps-là, c'était un accident familial qu'on a eu. Donc, mon mari à l'époque et moi, on était dans la même voiture lorsque on a eu l'accident. Donc, tous les deux, on s'est fait traiter à la même clinique. J'avais le support. J'ai une très bonne famille qui me supporte. J'ai des bons amis. Je suis vraiment bien entourée. Je suis vraiment chanceuse. Euh, c'est ça. J'ai vraiment un très bon entourage qui m'encourage constamment. Et suite à l'accident, j'étais pas trop, j'étais comme dans le déni. J'étais comme, OK, on va faire ces traitements-là, mais je veux retourner travailler. Le médecin m'a mis 2 semaines de vacances. C'était juste avant Noël. Puis je revenais de congé de maternité. Alors, ça me tentait pas vraiment de retourner à la maison, prendre du temps pour. Je recommençais à vivre
dans ma vie quotidienne avec mes collègues et tout ça. Donc, il y avait comme une routine qui venait de s'instaurer. Ça faisait à peine 3 semaines que j'étais retournée travailler. Donc, ça ne me tentait pas vraiment de retourner à la maison avec mon bébé, mes enfants, ma routine. J'avais vraiment besoin de voir du monde. Mais bon, ça, c'est pas vraiment ça. Je me suis dit, c'est bon, 2 semaines, je vais être sur pied, je vais retourner travailler. Mais je n'avais pas bien compris ce qui se passait. Malgré les symptômes que je ressentais, les vertiges, j'étais fatiguée, j'avais mal. Bon, la douleur physique, c'était douloureux, mais on avait des médicaments, on nous donnait des médicaments, ça diminuait l'inflammation, ça diminuait les douleurs. Donc, je le voyais un peu moins passer. OK. J'allais constamment à mes traitements. J'essayais de rester positive, j'essayais de voir que je m'améliorais, mais je ne voyais pas l'amélioration. Je trouvais que je m'empirais avec le temps et on me rajoutait plus de traitements. Est-ce qu'il y Tu avais avait une question? ouais, est-ce que, est-ce qu'il y avait un choc psychologique ou pas? Oui, exactement. Et OK. dans un sens, le trauma est-ce que tu veux que je vienne sur l'accident? Peut-être, je ne sais C'est pas. comme tu veux. Nous, on est preneurs de tout à partir du moment où, voilà, c'est les informations qui, à partir du moment, en fait, où, ça peut aider des familles à se dire: «Bon, bah, Oui, voilà, il y a voilà. des personnes qui sont passées par là», c'est truc. Après, c'est toi qui décides de ce que tu as envie d'évoquer ou pas. Donc, l'accident, comme je vous ai dit, c'était un accident familial. On était les quatre dans l'auto. J'ai deux enfants. Bon, mon mari à l'époque était le conducteur et moi, j'étais au cellulaire. Je ne conduisais pas la voiture, j'étais sur mon cellulaire et je regardais un message et pouf, je me suis retrouvée à me réveiller, à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu la scène. Euh, sur le coup, c'était un choc aussi parce que je me demandais qu'est-ce qui se passait avec mes enfants. On m'a tout de suite stabilisée. Bon, je ne pouvais pas trop bouger et tout ça. Donc, ça, c'est la partie choc. Tu me demandais s'il y avait un choc. Mais une fois que ça, je me suis rendu compte que toute ma famille était correcte, que c'était juste, moi, je me disais dans ma tête, c'est juste des petites blessures, là, un bon traitement d'ostéopathie dans ma tête, je me disais, ou de physio, là, un bon physio là, me remet sur pied. Bref, le médecin, quand il m'a dit 2 semaines, il m'a parlé de physio, il m'a parlé d'ergo, j'ai dit parfait, 2 semaines et je retourne travailler. Je suis quand même une personne active et en forme et déterminée et qui veut reprendre rapidement. Mais qu'est-ce qui m'a choquée psychologiquement peut-être, c'est quand je me suis rendu compte qu'à la fin de ces 2 semaines-là, il fallait que je poursuive mes traitements. OK. Euh, alors là, il me disait, ben, tu retourneras après Noël. Ça s'est passé le 2 décembre, mon accident. Donc, 2 semaines, bon, ils m'ont dit, prends le temps des vacances de Noël, reviens après Noël. Bon, je me suis dit, bon, c'est pas si mal, c'est un mois, puis je retournerai, je commence de nouveau en janvier. Janvier arrive, c'est pas le cas encore. Et comme je disais tout à l'heure aussi, au lieu d'améliorer, je me sentais de plus en plus fatiguée, de plus en plus étourdie, comme dans un nuage. Je vaguais, comme si j'étais pas sur terre. J'arrivais pas à manger avec mes enfants. Le bruit, la lumière, tout m'agressait. J'avais des migraines constamment. C'était un peu infernal parce que là, ma vie de famille commençait à en souffrir, pardon. Il y a Et un trigger donc, ou pas lorsque ça arrive? Est-ce que parce que du coup, j'imagine que ça doit être super, non seulement stressant et puis ça doit faire peur, non? Du coup, lorsque ça t'arrive, parce que tu as oui, l'impression de, bah, du coup, de petit à petit perdre un certain contrôle, de ne voilà, plus être sûr, il y a un sentiment de vulnérabilité, du coup, qui s'installe et donc c'est exact. super anxiogène. OK, OK. Tu Oui, en as parlé exact. ou pas de ça? Tu en as parlé à quelqu'un? Oui, exactement. J'en parlais au médecin OK. traitant. Je lui en parlais. Je lui disais, écoutez, il me demandait toujours c'était quoi ma douleur physique. Parce que comme j'avais eu l'entorse cervicale, dorsale et lombaire, et il me parlait de ça, je disais, ça va. Avec les médicaments, j'arrive à gérer. Avec le traitement, le physio, ça va. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je me sens pas bien. Je me sens. Et oui, l'anxiété, comme tu parles, hein, ça devenait anxiogène parce que même les vertiges qui m'arrivaient et la perception que j'avais sur la route. Je n'avais pas repris la conduite, malgré que c'est pas moi qui avais conduit. J'osais pas reprendre la conduite parce que
lorsque j'étais en voiture avec mon conjoint de l'époque, je sentais les choses arriver. Je te démontre ça parce que c'était vraiment ça la sensation. J'avais l'impression que les objets venaient vers moi, puis ça me rendait anxieuse et je devenais vraiment nerveuse. Je ne me voyais pas conduire parce que je me disais, je vais être un danger pour les autres, donc je ne le ferai pas. Je vais me traiter avant, peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et j'en parlais constamment au médecin qui, lui, faisait un peu fi de ce qui se passait. Il ne portait pas attention à ce détail-là. Hmm. Je lui ai demandé est-ce que je peux voir un psychologue. Bon, il m'a envoyé en clinique CLSC chercher une recommandation pour avoir un psychologue. Déjà là, c'était un peu bizarre que c'était pas lui qui m'a envoyé vers un psychologue. Mais bref, j'ai vu le psychologue. Le psychologue a dit que j'avais de l'anxiété. Alors justement, là, avec du recul, est-ce que, après ça c'est ton interprétation, mais qu'est-ce qui a fait que le médecin voilà, n'a peut-être pas su en fait du coup bien te conseiller? Est-ce que selon toi c'est parce que c'était parce que alors selon toi en tout cas un mauvais médecin qui n'a pas pris le temps d'écouter ta plainte? Est-ce que c'est parce que peut-être de toi-même en fait tu manquais d'informations à donner et que du coup le médecin s'est dit tant que moi j'ai pas les informations, c'est pas important, il n'y a rien de grave et qu'en fait il faut continuer comme ça la prise en charge, mais sans que ce soit une prise en charge plus lourde. Est-ce que c'est parce que le service n'était pas adapté et qu'il aurait fallu en fait un autre spécialiste? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas bien fonctionné? Selon mon interprétation, Oui. bien que tu me dises ça, parce que c'est mon interprétation, je ne dis pas que le médecin était incompétent ou qu'il n'avait pas les capacités. Je pense qu'il était peut-être pressé par le temps. Pour n'importe qui est au Québec, qui va à travers la SAC, souvent on est passé comme des numéros. Alors, ils ont un protocole, on est des robots, voici, tu as de l'ergo, tu as certains choix de traitement et c'est tout. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas trop de flexibilité. Ils se disent, ben, tu as eu un accident d'auto, lui, il a eu un accident d'auto. Si lui, ça marche, aussi ça fonctionne, c'est la même chose. Donc, je pense que le médecin a des règles rigides à suivre. Pardon? C'est quoi la SAC? Pardon, c'est quoi la La SAC? SAC, c'est la automobile du Québec. Ok, ok. C'est notre assurance si on paye des assurances au Québec pour si jamais on a un accident d'auto et eux, ils payent nos traitements et ils s'occupent de notre dossier. Donc, eux aussi, c'est une assurance, comme on dit, donc ils veulent qu'on retourne travailler rapidement et je les comprends, c'est sûr que ça va leur coûter moins cher. Par contre, dans mon cas ou dans les cas des gens qui font des commotions, je ne pense pas que c'est la meilleure technique. Je pense que d'offrir des traitements appropriés et personnalisés aux gens qui souffrent, ça pourrait les aider justement à sauver beaucoup d'argent au bout du compte parce qu'ils sauveraient beaucoup de temps parce que si ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est que je suis de nature combative et j'aime mon travail, j'adore mon travail. Donc, on a même commencé à me parler de changer de profession et je dis non, je veux retourner dans mon emploi. Mon emploi, c'est l'éducation physique, je suis professeure, j'adore ce que je fais. J'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. J'ai toujours travaillé avec des enfants. Je travaillais dans les camps de vacances depuis l'âge de 16 ans. C'est tout ce que je connais de ma vie. C'est ça ma vie. Donc, c'était un peu, comme tu disais tout à l'heure, un choc qu'on me parle de changer de carrière alors que je me sentais même pas bien pour retourner dans ma carrière. Puis moi, c'était ça, je voulais l'essayer. Voilà. Le médecin m'a donné un ultimatum, malgré que j'y allais 3 fois par semaine et que je faisais mes traitements et que je me sentais pas mieux. Il m'a dit, soit tu viens 5 fois semaine faire des traitements ou je te retourne travailler. J'ai choisi de retourner travailler parce que je voulais retourner travailler. Ça nous donne un sens d'une routine qui reprend malgré que j'étais constamment migraineuse, dans un nuage, j'avais des vertiges, j'étais tombée à la maison en me retournant. Je vais donner un verre de lait à mon fils, je m'étais retournée, puis boum, j'étais tombée, je ne m'étais pas bien sentie. Je l'avais dit ça au médecin, ça n'a rien changé. Eux, ils avaient le protocole et puis... C'est terrible comme système de santé. C'est terrible comme système de santé. C'est terrible.
parce que c'est totalement stupide et aberrant. Si, enfin, tu as une plainte, tu te sens pas bien et en même temps, évidemment que tu as envie de garder ton boulot parce que bon, bah, voilà, tu aimes ton métier, tu aimes ce que tu fais. Donc déjà, je sais pas pourquoi en fait, du coup, le médecin en fait, s'est permis de poser un ultimatum en disant: «Bah, voilà, c'est soit tu fais ça, soit sinon je te retourne, travailler». Ouais, là, pour le coup, ça fait vraiment, vous en fait, finalement, vous êtes des numéros et vous êtes des dossiers et il faut absolument, du coup, suivre le protocole et peu importe, en fait, l'amélioration, peu importe l'évolution, ça rentre dans des cases, quoi. Il faut justifier des actes, médicaux et puis, si c'est pas toi, c'est pas grave, ça sera quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, c'est Et comme l'impression que j'en ai, hein. c'est ça, mais comme tu dis, exactement, c'est encore ma perception, parce que c'est ma perception de ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont des protocoles, voilà, et ils sont dans un protocole serré de il faut les retourner travailler le plus vite possible, parce que sûrement, je ne sais pas, moi, c'est encore une perception, je me dis, il y a peut-être des gens qui abusent du système comme partout Ouais, ailleurs, et peut-être, oui, bon, on veut les nettoyer, et pourtant, je faisais de l'acupuncture, pardon. Et ça faisait partie des traitements à cette clinique-là. Et l'acupunctrice avait dit, c'est trop pour elle. Et l'acupunctrice avait dit, il y a un cas de TCC. Et le médecin continuait à prescrire 3 fois semaine de l'acupuncture. Et elle, je ne donne pas de nom ici, elle me mettait sur le lit et elle me dit, moi, je ne te fais pas de traitement aujourd'hui, tu vas te reposer. C'est trop pour toi. Ton corps est en train de rejeter les traitements parce que c'est trop intense. Et elle m'a dit ça. euh, Malgré tout, je crois qu'elle a fait un rapport au médecin et tout. Il n'y a pas eu de. On dirait qu'au niveau de l'équipe, il n'y avait pas de. ah, c'est ça. En fait, il y a apparemment, mais alors du coup en France c'est pareil, hein, c'est qu'il y a une vraie déconnexion déjà entre les médecins et puis le reste de l'équipe. Et, Voilà, et au sein même du coup de l'équipe, la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de cohérence dans dans la façon de travailler et dans les objectifs éventuellement en fait, à atteindre pour le bien du patient. Donc forcément, donc déconnexion médecin, reste de l'équipe, et puis après au sein de l'équipe, pas de cohésion au sein de l'équipe, pas de communication entre les membres de l'équipe. Le exact. patient, c'est compliqué du coup forcément en fait de réussir à se retrouver et de savoir justement qui dit, qui dit la vérité, qui en fait est en train de se tromper. Est-ce que c'est normal ou pas, par exemple, justement que le corps rejette par exemple, certaines choses? Parce que ça se trouve en fait, ça aurait été, normal, tu vois? Mais ça peut être super stressant aussi de se dire: «Beh mince, est-ce que là c'est normal? Est-ce que j'évolue bien? Est-ce que du coup j'ai des chances de pouvoir récupérer mes, facultés cognitives à un moment donné, mes capacités physiques à un moment donné. Donc, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais tu parlais tout à l'heure anxiogène, et puis même, je me disais, bon, est-ce que j'ai un cancer du cerveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Parce que je me sentais pas là, et je connaissais pas ça, commotion cérébrale. Je me disais, moi, dans ma profession, à l'université, on a effleuré la commotion cérébrale. C'était, OK, ben, le protocole, c'est si quelqu'un a une commotion cérébrale, c'est 2 semaines, pas de sport. C'est tout. Après, il peut reprendre ses activités physiques. C'était ça qu'on a appris. Bon, j'ai fait mes études il y a déjà plus de 12 ans, mais c'était comme ça dans le temps. Je pense que c'est plus récent où on est plus sensible à tout ça. Oui, Bref, du coup, ils m'ont envoyé travailler progressivement. Et quand la SAC m'appelait pour me demander, parce qu'il fallait que soit que moi je les appelais ou ils m'appelaient, toutes les fois que j'allais travailler dans ma semaine, il fallait que je les appelle pour leur dire comment ça s'est passé, pour qu'eux, ils puissent poursuivre. Et moi, je leur disais, écoutez, conduire jusqu'à mon travail, c'était hyper dur. Je leur disais, je ne sais même pas comment je me suis rendue, je ne sais même pas si j'ai fait toutes mes lumières, j'ai l'impression d'être dans une bulle. Ils me disaient, c'est normal. D'accord. La première fois, je me disais, c'est normal. Je dis, je reviens à la maison, j'ai des migraines horribles, je ne peux même pas m'occuper de ma famille, je ne peux pas faire de souper, je ne peux plus rien faire. Ma journée, elle est terminée. Et c'était des demi-journées que je faisais. Les demi-journées, ça veut dire une après-midi ou un matin, c'est tout.
et j'arrivais pas à fonctionner. Après, je leur disais, on me disait, Madame Battista, vous, quand vous retournez travailler après les vacances, on a toujours des migraines. C'est ce qu'on me répondait encore. Et jusqu'au jour où j'étais rendue à 2 jours semaine ou 3 jours semaine, je me souviens plus là. On parle d'ici en 2016. J'étais de retour au travail pour 2 jours semaine. Encore une fois, je pense pas que c'était des journées complètes. Et j'ai eu un gros malaise au travail. On m'a transportée en ambulance et je me suis retrouvée à un hôpital ici à Montréal. Et, euh, et là, mon histoire devient positive. Enfin, je rencontre quelqu'un, un médecin qui me comprend, qui m'écoute, qui est à l'écoute de mes symptômes et qui met en place les bons traitements, qui met en place la bonne équipe médicale, qui me relève et qui m'aide à vraiment à changer, à redevenir une personne fonctionnelle. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas plus de cliniques comme ça? Pourquoi le système de la SAC n'a pas plus de médecins qui, comme celui-ci, nous écoutent et qui va vraiment faire en sorte qu'on puisse se guérir? C'est ça le terme de médecin, c'est guérir les patients, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ouais, le C'est médecin mon soigne, opinion. le médecin en soigne, en tout cas, on soigne les patients. Là, ce qu'il y a d'important, je pense que c'est que tu mets l'accent sur le fait que le médecin a écouté, il a pris le temps. Oui, Du coup, tu vois, là, le premier, justement, n'a pas pris le temps. Et c'est là où, voilà. effectivement, c'est super, super important et c'est plus qu'essentiel. C'est que déjà, en fait, peu importe le professionnel, que ce soit un professionnel de santé médical, paramédical, paramédical, il faut en fait déjà en fait écouter la plainte du patient. Il faut comprendre en fait qu'est-ce qui pose problème chez le patient parce que tout est relatif. À partir du moment en fait où on a un patient adulte, si par exemple ça ne te dérangeait pas de faire tomber le bol de lait, tu disais ah bah ok c'est pas grave. Tous les jours je fais tomber un bol de lait mais c'est que ça ne te dérange pas. En soi, est-ce que du coup, ça aurait été une priorité, par exemple, à travailler? Pas forcément. Par contre, si tu vois, tu dis que bah, justement, tu as des migraines, que tu peux même pas t'occuper de ta famille, que tu fais des demi-journées parce qu'à la fin de la journée, tu es juste over. Et que, Ouais. voilà, c'est ça. Et que tu n'es pas justement fonctionnel, bah, ça, c'est une vraie plainte. Sachant Ouais. que avant l'accident, bah, voilà, tu étais quelqu'un de dynamique, de vivante, d'hyperactif, justement, parce que tu aimais faire tout plein de choses. Et que là, bah, finalement, en fait, tu as du mal à faire ce que tu voudrais faire parce que tu sens que voilà, ça ne suit pas. Et ça, effectivement, du coup, en fait, il faut l'entendre, cette plainte, et il faut essayer de mettre en place le bon protocole avec les prises en charge à faire en priorité pour que justement toi-même tu puisses évoluer correctement et que tu te sentes à l'aise aussi avec la prise en charge. C'est super Voilà. important que la personne directement concernée se dise, OK, je sais, enfin, je comprends du coup en fait ce qu'on m'a demandé de faire. À moi maintenant, voilà, de trouver la motivation, parce que tu as commencé aussi à parler de ça, que voilà, tu es quelqu'un de quand même de motivé. Donc à moi aussi de trouver la motivation et de garder la motivation pour m'investir à fond dans la prise en charge et que justement en fait je puisse progresser. Ça Voilà. c'est dans l'idéal. D'ailleurs, ce qu'on fera et tout, c'est si tu es d'accord, parce que justement on l'avait dit aussi juste avant la vidéo, c'est que si tu as des bonnes cliniques à recommander, on pourra très bien les Oui. mettre en commentaire. Si jamais tu vois, voilà, ça peut être utile. Vu que nous, il y a des personnes de partout et c'est super, parce qu'il y a vraiment des gens de partout dans le monde, finalement, en fait, qui regardent les vidéos, donc c'est juste génial. Bah, du coup, s'il y a des personnes là qui voilà, sont au Québec ou des personnes qui vont aller au Québec, peut-être que du coup, ça pourra leur servir parce que voilà, tu recommanderas en tout cas ces adresses. Bien, c'est sûr que je recommande cette adresse où je me suis fait traiter. C'est la Polyclinique Centre-Ville, ORL. Ok. Donc, le médecin qui m'a pris en charge est un ORL spécialiste en vertige. Bon, il a un titre ORL neurologiste spécialisé, neurologue spécialisé en TCC. Bref, il était à l'écoute. C'est sûr que c'est son domaine, les vertiges. Il ne fait pas que des cas de commotion cérébrale, d'ailleurs. N'importe qui souffre de vertige Ok. peut aller le voir. C'est sa spécialité et ça a comme bien à donner que l'ambulance m'amène à cet hôpital et que je
je me retrouve face à ce médecin qui était vraiment, je peux dire, c'est une entité, comment on dit ça? C'est une sommité dans son domaine, vraiment. Il a su comprendre et il m'a envoyé vers un bon plan de traitement. Je lui ai parlé de ces inquiétudes-là au niveau de la route, que j'arrivais pas à conduire. Il m'a mis en contact avec un neuro qui m'a fait faire des exercices visuels. Automatiquement, ça m'a tout de suite aidé. Ça a calmé mon anxiété en voiture. J'avais besoin d'ostéopathie. La SAC refuse de payer pour de l'ostéopathie. Là, j'ai des assurances parce que je suis enseignante. J'ai pu prendre ça sous mes assurances. Par contre, les assurances payent une partie, pas tout. Mais l'ostéopathe qu'il avait à sa clinique se spécialise dans les entorses cervicales, se spécialise avec les cas de trauma crânien. Il est exceptionnel aussi. J'ai eu un kinésiologue qui se spécialise avec les athlètes de haut niveau qui font des commotions cérébrales. Donc, vraiment, il a une équipe hyper spécialisée, une équipe qui va apporter exactement le soutien qu'on a besoin. Et quand j'ai contacté la SAC par rapport à ça, parce que je me suis rendue à l'hôpital, bon, lui, il m'a référé à ses spécialistes. Je leur en ai parlé, je leur ai dit, le médecin m'a fait ce type de plan de traitement. Est-ce que je peux changer de médecin? J'ai demandé à faire changer de médecin. Bon, j'ai réussi à l'avoir éventuellement. Mais la SAC s'obstinait à ne pas vouloir me payer l'ostéopathie ni les traitements de neurovisuels. Donc, ça, c'est tout sorti de ma poche à moi. J'ai la chance d'être enseignante. J'ai la chance d'avoir des amis, de la famille qui me soutiennent. J'ai pu le payer de mes poches, mais je pense à la maman monoparentale ou je sais pas moi, la personne qui a un salaire de base ou autre, qui se retrouve dans le système public avec des traitements réguliers et qui n'a pas les traitements dont il a besoin, ça m'attriste parce que la SAC me dit l'ostéopathie et le neurovisuel, ce sont des traitements expérimentaux. Alors que les athlètes utilisent ce type de traitement depuis des années. Crosby a utilisé ce type de traitement. Crosby, c'est un joueur de hockey canadien. Je réalise que c'était français. Non, moi, c'est bon, je connais. Ouais, attends. Ah, génial! Des fois et tout, je suis allé à Montréal, ouais. Ouais, super! Ah oui, ils sont trop belles. Ils sont trop belles et tout. Je vois les parties de hockey. Ouais. Voilà, non, mais des athlètes qui ont utilisé ce type de traitement, comme je vous ai dit, les traitements de neurovisuel, ce docteur-là, il travaillait avec des athlètes. C'était ça qu'il faisait toute la journée. Des athlètes de haut niveau, qui ont eu des commotions cérébrales, et on ose me dire que c'est expérimental alors que ça fonctionne. Et c'était là la petite boule là qui... Ouais. Sur la rage. Ouais. Comment la SAC peut aller contre un médecin de l'Ordre des médecins du Québec? Voilà. Sauf que ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le plus vite ils nous aident financièrement, justement, avec des traitements qui fonctionnent, le plus rapidement on se retrouve à travailler, à être fonctionnel et à vraiment réintégrer le marché du travail à une vie plus normale et moins de séquelles. Il me reste des séquelles de cet accident-là. Et c'est grâce à l'équipe médicale, c'est pas des grosses séquelles parce qu'ils m'ont pris en charge rapidement quand même. Mais l'anxiété, c'est une séquelle. J'ai encore peur que ça m'arrive dès que je me sens un peu étourdie. Je rentre en autodéfense de oh, est-ce que c'est ma commotion encore? Alors que je devrais être en paix avec cette partie-là de ma vie. J'ai pas les statistiques ici devant moi, mais j'avais lu un article comme quoi que souvent, des gens qu'on retrouve dans la rue, les itinérants, il y a un certain pourcentage de ces itinérants-là qui se retrouvent dans la rue parce que justement, ils ont fait des commotions cérébrales et ils ont
réussi à réintégrer la société parce que ça peut causer des dépressions, ça peut causer toutes sortes de problèmes. Puis je les comprends. Si je n'avais pas eu cette équipe médicale qui m'avait pris en charge, je ne sais pas où je serais rendue parce que juste avant que ça arrive, je me disais, j'ai besoin d'un psychiatre, peut-être que j'ai une maladie mentale. Parce que le médecin, il dit que tout est correct. Et moi, je sais que je suis constamment étourdie. Je sais que j'ai des migraines constantes. J'arrive pas à m'occuper de ma famille. Comment une maman ne peut pas s'occuper de sa famille? C'était très dur pour moi d'accepter ça. Et je ne voulais pas l'accepter. Hmm. Je ne voulais pas l'accepter parce que je me disais, il doit y avoir quelque chose qui fonctionne. C'est pas possible que je reste comme ça le restant de mes jours. Je suis maman, je dois m'occuper de mes enfants et c'était ma priorité, mes enfants et mon emploi. Mes enfants, c'est toujours comment on appelle ça? C'est toujours ma motivation. Ouais, c'est ton Ma moteur. priorité. Voilà, c'est mon moteur. Et je l'ai fait pour eux, je l'ai fait pour moi. Mais voilà, je suis contente d'avoir trouvé une équipe médicale aussi spécialisée et vraiment performante. Qui m'a permis de retourner travailler et c'est un succès quand même. Et c'est là en fait, Et au final, tu te rends compte que. Dis-moi. mais ça, j'espère que d'autres personnes vont pouvoir être en contact avec une équipe médicale spécialiste qui va les aider parce que je sais c'est quoi la souffrance de ne pas se sentir compris. Surtout que c'est pas écrit dans mon front, commotion cérébrale. Non. Et souvent, les gens me disaient, mais t'as l'air correct. Et Tu sais? c'est là où malheureusement, en fait, c'est toujours en fait cette double peine parfois qu'il y a où il y a déjà une personne qui a été victime d'un accident ou qui, par exemple, malheureusement, parfois va présenter un handicap. Et puis après, tu as une autre, du coup, en fait, difficulté qui est justement ce parcours de soins qui devient difficile. Et du coup, c'est de nouveau, en fait, un combat pour réussir, en fait, à obtenir la prise en charge dont on aurait besoin et qui permettrait, en fait, de pouvoir évoluer correctement comme il le faut. Parce que, tu vois, là, par exemple, à t'entendre, on a l'impression que finalement, bah, tu vois, en fait, il suffisait d'un rien, en fait, il suffisait d'une bonne équipe pour qu'après, ensuite, Voilà. on te donne les moyens, on te donne les outils, qu'on te dise, OK, tu es sur la bonne voie, garde cette motivation pour progresser et pour que justement, en fait, tu puisses t'améliorer. Et tant que du coup, tu n'avais pas cette équipe-là, tant que tu n'avais pas l'écoute, tant qu'on ne t'avait pas rassuré aussi par rapport à justement aux difficultés que tu avais, bah, tu continues en fait du coup d'aller un peu down en fait parce que tu te disais bah comment ça se fait justement j'ai besoin d'un psychiatre ça se trouve je suis folle. Comment ça se fait que du coup j'ai tout ça comme j'ai l'impression d'avoir des hallucinations j'ai des vertiges j'ai tout ça alors qu'en fait le médecin n'arrête pas de me dire que tout va bien donc tu avais besoin justement en fait de cette équipe et ça bah du coup ça t'a permis d'un coup en fait de pouvoir voilà t'améliorer alors après j'imagine que voilà en fonction aussi de chacun oui, il y a des rééducations qui durent plus ou moins longtemps. Il y a des rééducations qui sont parfois beaucoup plus difficiles. Mais tout ce dont en fait, chacun d'entre nous, on a besoin lorsqu'on est confronté à ces situations-là, c'est au moins en face, même limite en fait avec nous, des professionnels de santé qui nous comprennent et qui nous encouragent Voilà. voilà, constamment. Ouais. Et Oui. j'avais une super bonne neuropsychologue ici au Québec qui est vraiment incroyable, qui a été dans mon dossier, qui m'a beaucoup aidée aussi. Et encore une fois, ça a été euh, prescrit par le même médecin. Je veux dire, tout, de la neuropsychologie à l'ostéopathie, à la kinésiologie, au traitement neurovisuel, tous les traitements que j'ai faits m'ont rapporté du bien. C'était comme une combinaison vraiment là, winner, comme on dit. Ok. Et c'est ce que j'essayais de dire à la SAC pour qu'ils comprennent. Euh, et eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils m'ont comme oublié. On continue à me payer mon salaire en autant que je faisais mes traitements, mais ils ne payaient pas mes traitements. Euh, et moi, aujourd'hui, je viens témoigner parce que, pas témoigner, mais plutôt en parler parce que je connais la détresse. Quand tu es dans la situation où la personne ne t'écoute pas, le médecin ne t'écoute pas, ou l'équipe médicale n'est pas
n'a pas pris en compte ta commotion cérébrale ou ton TCC, comme on dit ici au Québec, euh, c'est difficile d'avancer. Et si tu n'as pas cette résilience ou cette volonté de vouloir avancer, ou si tu n'as pas, justement, moi, c'était mon but précis, c'était de recommencer. Mon premier but, c'était au moins m'occuper de mes enfants. Oui. Au moins être capable de leur laver le linge, jouer avec eux. J'arrivais même pas à jouer avec eux, rien. Et je suis contente de dire, je peux aller au parc, le soleil est là, je mets mes lunettes de soleil, ça va, ça m'aide à diminuer La lumière. les migraines, bon, la fréquence des migraines, pardon. Donc, j'ai tous mes outils maintenant. C'est comme je repars avec une boîte à outils, je sais quoi faire. Maintenant, quand j'ai un vertige, c'est sûr que, ou un étourdissement, ben, je vais me calmer, je vais m'asseoir, puis je vais voir ce qui se passe, est-ce que j'ai bien mangé. Tu sais, je vais mettre toutes les autres choses au lieu. Avant, je faisais de l'angoisse automatique. Okay. Là, j'étais, on va dire, j'étais en plein milieu du trottoir, je marchais pour aller quelque part, j'avais un vertige, je vais m'écraser. Il y avait tous les scénarios un peu morbides qui me venaient en tête parce que, justement, j'avais pas le contrôle, je comprenais pas la situation. On m'avait pas expliqué ce que c'était. Et je pense qu'avec une bonne équipe, un neuropsy qui va t'expliquer, ben, c'est tout à fait normal ce que tu vis. Il y a aussi, j'avais dans la première équipe, je leur disais, ben, on dirait que mes mouvements sont ralentis. Comme, parce que je suis quand même prof d'éducation physique, donc je suis capable de faire certains mouvements mieux que la population globale ou générale. Je suis pas athlète, mais bon. Et je leur disais, non, on dirait qu'il y a comme un décalage entre mon cerveau et l'exercice que je dois faire. Et puis on dirait qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas? Non, au début, elle me disait, ben non, tu es capable de le faire, ça va super bien, tu es trop dur sur toi-même. Et puis après, il y avait un autre kinésiologue à côté qui a entendu la conversation et a dit, non, regarde. Et bon, ça m'avait rassuré un peu, là, que j'étais pas... je jouais au basket avec une équipe de personnes aussi qui avaient eu des traumas crâniens. Ça faisait partie de la réhabilitation. Et voilà, l'autre kinésiologue lui a dit, non, regarde, elle a un décalage, on le voit. Si, c'était pas... c'est pas quelque chose qui ressort beaucoup, mais c'est genre dire je vais prendre mon stylo. Bon, tu vas le prendre tout simplement, mais dans ce cas-là, c'est comme je disais à ma tête, je vais prendre mon stylo. Et là, ça prenait comme 3 secondes de plus. Et là, je le prenais. OK. Je sais pas comment bien l'expliquer. Peut-être que toi, tu connais ce tu peux toujours avoir un décalage, en fait. Enfin, tu peux percevoir, en tout cas, un décalage entre ton action et ce qui se passe, en fait, dans ta tête, dans ton cerveau. Là, moi, du coup, de ce que je comprends, c'est que déjà, en fait, tu t'es senti rassuré parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est aussi allé, en fait, dans ton sens. Et là, encore une fois, en fait, du coup, ça montre à quel point, finalement, bah, la personne qui a eu, en fait, un choc a quand même besoin aussi de se sentir rassurée. Et parce que sinon, en fait, si elle n'est pas rassurée, elle va vraiment, vraiment douter de ses capacités. Ouais. Donc, bah, voilà. Et finalement, en fait, malheureusement, tu sais, c'est là où même si ça devient, on rentre dans un cercle vicieux, c'est que, je sais pas, par exemple, justement, bon, peut-être que tu as pris 3 secondes de plus que les autres avant de prendre ton stylo ou ton téléphone. Mais si même ça, en fait, du coup, tu commences à douter, bah, en fait, ça se trouve, la prochaine fois, en fait, tu prendras 5 secondes parce qu'en fait, tu te diras, mais même ça se trouve, je n'en suis pas capable. Et vu que du coup, tu vas prendre 5 secondes et que ça va être fatigant parce que ça va être long, arrivé à un moment donné, en fait, du coup, tu prendras même plus ton stylo. Parce que tu te Ouais. diras, de toute façon, c'est trop fatigant, j'y arrive pas. Et c'est là, Mm-hmm. du coup, malheureusement, en fait, on régresse. C'est-à-dire que si on n'est pas soutenu, si on n'est pas encouragé, si on n'est pas compris, et ben, en fait, finalement, on régresse. Alors que finalement, s'il y avait un bon travail de rééducation qui avait été fait ou en tout cas qui est fait pour n'importe qui que ce soit le plus tôt possible, bah, on augmente les chances en fait, de pouvoir améliorer ses compétences beaucoup, beaucoup plus rapidement. Plus rapidement, voilà. Je pense que la prise en charge le plus rapidement possible, ça aide. Et moi, la première chose que le médecin, donc docteur Saliba, c'est le nom du médecin qui m'a pris en charge, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, tu arrêtes tout. Tu ne retournes pas travailler, puis c'est correct, il va falloir que tu l'acceptes. Et
tranquillement, et lui, il a mis en place le protocole de retour au travail Ah, progressif ouais, c'est qui très est bien. fait par le gouvernement du Québec. Mais vraiment, le protocole, c'est tu essaies, tu as des symptômes, on recule d'une étape et on y va comme ça progressivement. Et oui. Et je pense que c'est ce qui a fait que mon retour au travail a été réussi. Mon retour à la vie avec mes enfants a été réussi. Tout, puis cette confiance-là, comme tu disais tout à l'heure, euh, quand quelqu'un nous comprend, qui nous guide, qui nous réconforte dans nos angoisses, ça nous permet justement de réessayer le lendemain de manière plus confiante. Et c'est là où, tu vois, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah, justement, je veux vite retourner au travail parce que, bah, voilà, en fait, ils s'appuient sur ça pour se dire qu'ils sont capables de faire quelque chose et qu'ils Voilà. valent quelque chose. Parfois, tu vois, c'est ça aussi. Comme par exemple des enfants ou des adolescents qui vont se dire, non, je veux vite, en fait, faire exactement comme les autres pour montrer que, voilà, j'en suis capable et que, justement, je vaux pas moins que les autres. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque, du coup, tu as des difficultés, tu as eu un accident, tu as un handicap, tu as quelque chose qui nécessite en fait une prise en charge ou une rééducation, bah, le problème c'est que du coup, la réalité c'est que tu es pas capable à un moment donné en tout cas de faire comme les autres. Tu vois, si tu étais parti retourner justement directement au travail, tu avais des maux de tête, tu avais des migraines, tu avais des vertiges et tu étais épuisé. Donc, c'était pas possible. Et là, du coup, là, le médecin, il a vraiment, enfin, après, voilà, c'est mon avis à moi, mais en tout cas, il a vraiment très, très bien fait parce qu'il a dit, attends, d'abord toi. D'abord, en fait, on s'occupe de toi. Et après, justement, c'est étape par étape, tu pourras t'occuper justement des autres. Et même limite, tu vois, même si tu as dit que voilà, tes enfants, tu vois, c'est ton moteur et que tout ce que tu voulais au minimum, c'était bah, pouvoir voilà, être utile pour eux. Il faut que d'abord tu t'occupes de toi-même, que tu sois sûr que voilà, tu arrives déjà à t'occuper de toi-même pour qu'après ensuite tu puisses t'occuper de tes enfants, pour qu'après ensuite on puisse éventuellement songer à un retour au travail. Et pareil d'ailleurs, par exemple, pour si jamais là il y a des parents d'enfants ou d'ados qui vont regarder la vidéo, ou si même du coup il y a des ados qui regardent la vidéo, c'est d'abord vous et puis après la scolarité. Parce que euh, si le fait d'aller à l'école, ça vous est extrêmement coûteux, si le fait, c'est pas bon parce que ça va vous épuiser, ça peut marcher un temps et en même temps, je le dis, hein, c'est tout à fait compréhensible de penser comme ça. Parce que voilà, on veut aller vite et on veut vite, vite, vite être rétabli. Mais pour que ça marche sur du long terme, pour que ça soit fait sérieusement, pour que ça soit fait correctement, et ben, il vaut mieux en fait d'abord se concentrer sur soi-même, réussir à se développer soi-même, réussir à s'améliorer soi-même déjà en fait tout seul. Après, par exemple, dans notre cercle familial ou en tout cas, on va dire dans un groupe à faible effectif. Et puis après, éventuellement, justement dans le quotidien de l'école, des activités extrascolaires, ce genre de choses. Et c'est en faisant comme ça que du coup, réellement, en fait, on progresse, qu'on ne saute pas les étapes et que vraiment, bah, on arrive en fait à s'améliorer et ne plus présenter en fait certaines difficultés. C'est comme, je sais, bah, enfin, je fais un comparatif. C'est comme si par exemple demain je me tords la cheville, je peux pas le lendemain en fait aller faire un 100 mètres. C'est pas possible. Même Voilà. si j'aurais vraiment envie et que j'ai envie de faire exactement comme les autres, je ne peux pas. Il faut que du coup je prenne d'abord du temps pour moi, il faut que je mette la pommade, il faut que je fasse un tout petit peu de rééducation, il faut que du coup j'arrive à remarcher petit à petit, d'abord avec une béquille, puis après petit à petit. Et c'est que lorsque du coup j'arriverai en fait à faire les choses sérieusement comme ça pendant un temps, que peut-être d'ici quelques mois, quelques années, je pourrais faire vraiment un 100 mètres comme les autres. Oui. Pour moi, Effectivement, ouais, c'est vraiment important parce que le fait de on vit dans une société où la performance, il faut aller vite, vite, vite. Et c'est un peu ça, là, ce que la SAC me faisait, vite, vite, vite. Mais moi aussi, je suis comme ça dans ma vraie vie. Dans ma vraie vie. Dans ma vie, je suis comme ça aussi. Je veux performer et je voulais être là pour mes enfants. Ma fille, elle avait 13 mois lors de l'accident. Mon fils en avait 3 ans. C'est des enfants qui sont en bas âge. Ils ouais, demandent beaucoup d'attention. Et eux, là, les batteries, ça roule. Et c'est ça, donc le fait d'avoir arrêté et il m'a dit non, là, tu arrêtes et progressivement, on va retourner. Ça m'a permis justement de le refaire de manière, voilà, réussie et le retour a été
réussi, tout simplement. Mais c'est important aussi pour les jeunes, tu parlais des adolescents et des enfants, ou ben, c'est surtout les adolescents aussi qui vont se mettre la pression au niveau de l'école. Euh, Par la suite, j'ai entendu aussi des cas d'élèves, bon, des joueurs de foot, bon, qui se font faire des commotions et puis après, ils veulent performer à l'école parce que sinon, ils ne peuvent pas être dans l'équipe. Il y a toute cette pression-là, mais ce que tu as dit, c'est vraiment important. Le fait de se dire, ben, je vais m'occuper, puis au pire, je ne serai pas dans l'équipe pendant un an. Je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de comment je retourne tranquillement, même si C'est pas évident, hein. C'est pas évident à accepter. Et ça, faut tout à fait être d'accord avec ça. Et il faut derrière, tu vois, le soutien psychologique, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, le soutien de la famille, de l'entourage, si c'est pas possible, du coup, d'un professionnel, d'un enseignant, enfin bref, quelqu'un, des amis. En tout cas, il faut un soutien psychologique pour pas que justement la personne, elle se démoralise et que se dise, voilà, elle n'arrivera jamais. Mais il vaut mieux en tout cas faire comme ça, parce qu'au moins comme ça, en tout cas, on est sûr que voilà, les résultats vont être bons dans la durée. voilà, oui, exactement. C'est important d'avoir le soutien des gens qui nous entourent. Euh, c'est sûr qu'avec des bons spécialistes qui nous aident à justement pouvoir à nous l'expliquer à nous, déjà là, on va être capable de l'expliquer à notre entourage, ce qui va leur permettre de mieux comprendre. C'est pas tout le monde qui va comprendre, comme je Ah dis. ben, Les gens ils me disaient, mais t'as l'air correct, c'est bien correct, c'est dans ta tête. Oui, c'est ouais. dans ma tête, effectivement. J'essaye de sortir de cette. Puis ce qu'on réalise pas, c'est que des fois, les gens, ils vont dire ça, puis ils pensent qu'ils sont en train de te faire du bien parce qu'ils te connaissent en tant que personne. Puis si on me dit quelque chose, ben non, je me sens comme un peu orgueilleuse. Puis, mais en même temps, ça me démoralisait parce que justement, ça entretenait le fait que peut-être que j'ai besoin d'un psychiatre. Parce que justement, j'ai rien, là, je suis correcte. Même mon entorse cervicale, dorsale et lombaire, je veux dire, à l'œil nu, on ne le voit pas. Je l'ai, c'est à l'intérieur, mais comme tu disais tout à l'heure, ben, ça va prendre de la physiothérapie, ça va prendre un onguent. Puis c'est ça qui me fâchait un peu, c'est que si tu as une entorse, ben, on ne va pas te donner des traitements de chimiothérapie. On va te traiter pour ton entorse. Oui. Et ce qui est fâchant dans cette situation-là, au niveau de la SAC, c'est qu'ils traitent tout le monde de la même façon. Tout le monde, que tu as une entorse, que tu as une commotion cérébrale ou autre, suite à un accident de voiture, mais tout le monde passe le même protocole et tout le monde a les mêmes traitements. Alors que ça ne fait pas de sens, selon moi. C'est encore mon opinion, mais ça ne fait pas de sens parce que Non, non, mais c'est justement l'opinion des personnes. des besoins particuliers par rapport à sa situation. Et si la commotion a été reconnue, d'ailleurs, ça c'est une autre chose. Moi, je me suis évanouie au volant, mais pas au volant. J'étais côté passager, pardon. Je me suis évanouie, mais si je ne m'étais pas évanouie, mon amie qui a eu une commotion cérébrale aussi en voiture, ben elle n'a pas eu le droit de se faire diagnostiquer comme commotion cérébrale. Pourtant, elle a fait un whiplash. Pourtant, elle a eu tous les symptômes de commotion cérébrale. Mais quand elle ne s'est pas Alors, évanouie, je ne sais pas, est-ce que en tant que neuropsy, tu peux dire un whiplash, est-ce que c'est une commotion cérébrale? Est-ce que ça peut causer plutôt. OK, on n'est pas des médecins, mais je me dis, quand un médecin spécialiste va dire oui, c'est une commotion cérébrale, mais la SAC va décider que non, ça n'est pas une parce qu'il n'y a pas eu de perte de conscience, ça m'a un peu choquée. Ça s'est passé quelques années après. On m'a dit, la SAC ne reconnaît pas ma commotion cérébrale parce que j'ai juste eu un whiplash et je n'ai pas perdu connaissance. en tout cas, Pourtant, j'espère que la vidéo, elle, voilà, si ça peut être utile donc aux personnes qui du coup malheureusement sont passées par là ou qui là actuellement en fait sont en plein dedans parce que sont dans une période de rééducation. Voilà, j'espère que du coup voilà le contenu de la vidéo va leur être utile. Encore une fois, déjà de un, parce que le but c'est de faire comprendre aussi aux personnes que bah, vous n'êtes pas seul, c'est que du coup malheureusement il y a plein d'autres personnes aussi qui sont passées par là et qui continuent de passer par là et du coup qui sont aussi confrontées en fait aux difficultés d'un parcours de soins qui est parfois en fait qui est juste totalement incompréhensible de la part du patient et de l'entourage du patient.
que le mieux, c'est de toujours communiquer. Il ne faut pas justement forcément toujours tout accepter ce qu'on vous dit, parce que là, justement, toi, ce qui a fait ta force aussi, c'est que tu n'as pas accepté ce qu'on te proposait. En tout cas, tu n'as pas tout accepté. Et c'est ça aussi, du coup, qui t'a permis de rester éveillé et motivé, que tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, donc, on n'est pas tout seul. On communique un maximum, on n'hésite pas à poser tout plein de questions aux professionnels. Quitte à justement même parfois, si on peut, en tout cas, même limite avoir plusieurs avis, si c'est possible. À ce moment-là, même pourquoi pas en fait avoir plusieurs avis. Il faut se sentir bien dans sa prise en charge, ça c'est extrêmement important aussi, parce que ça veut dire que le patient voilà, doit accepter cette prise en charge qu'on lui propose pour pouvoir s'investir réellement, concrètement, et pour que justement à travers cet investissement, il puisse y avoir après derrière des progrès. Parce que sans l'investissement du patient, il ne peut pas y avoir de progrès. Si de vous-même, en fait, vous ne voulez pas progresser, on ne peut pas progresser. Donc, il faut que le patient lui-même dise, voilà, je veux m'améliorer dans ces domaines-là. Que c'est normal si un coup ça va et que le lendemain, par exemple, ça ne va pas, c'est tout à fait normal. Il ne faut surtout pas se décourager. Ça prend du temps. Parfois, en fait, même c'est possible qu'un mois après, 2 mois après, il y ait encore quelques rechutes en fonction de ce que vous présentez comme difficulté. Mais ce n'est pas grave. Il ne faut surtout pas se décourager. Il faut tout de suite en parler à d'autres personnes. Il faut rester motivé. Il faut vraiment, encore une fois, voilà, ne pas perdre confiance en soi. Et que normalement, bah voilà, si les choses sont faites sérieusement, on espère que tout aille pour le mieux le plus rapidement possible. Mais c'est vraiment important voilà, de faire les choses étape par étape, petit à petit, en fixant des objectifs qui sont réellement atteignables, pas des objectifs beaucoup trop hauts. Voilà, on se fixe des objectifs qu'on peut atteindre et on priorise ces objectifs. Le premier objectif, c'est déjà d'aller bien soi-même. C'est de pouvoir être bien au sein Ouais. de notre famille. C'est d'être bien avec ses proches. C'est éventuellement de pouvoir reprendre le travail petit à petit. Ça ne sert à rien de vouloir reprendre le travail tout de suite à fond si de toute façon on sait qu'on ne suit pas. On ne fait que retarder finalement en fait, le moment où on aurait réellement pu être bien. Donc, on fait les choses petit à petit, étape par étape. Et normalement, du coup, les choses devraient aller pour le mieux. Mille merci Magda pour ce témoignage, du coup, pour toutes ces informations, pour ce témoignage, parce que du coup, à travers voilà, ce témoignage, encore une fois, bah, du coup, tu nous as apporté tout plein d'informations, tout plein de choses. Moi, de ce que je retiens justement, c'est que du positif. Je me dis, bah voilà, justement, ce que tu transmets aussi, c'est finalement que les choses peuvent toujours s'améliorer. Quand bien même, du coup, on passe par des choses tragiques, par des événements tragiques, bah, du coup, à force de vouloir faire en sorte que les choses s'améliorent, on se donne les moyens et du coup, on va taper aux bonnes portes. Et donc, les choses peuvent s'améliorer. Donc, encore une fois, du coup, merci pour ce témoignage qui finalement en fait, apporte un message positif. Est-ce qu'il y a J'espère quelque chose que que tu tu as veux aidé les ajouter? gens. J'espère que tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment extraordinaire. Puis j'espère qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, vont voir cette vidéo et qui vont pouvoir vraiment trouver les bons soins et se remettre sur pied et recommencer à fonctionner C'est euh, faut dans pas une normalité. hésiter. Faut pas hésiter. Et, voilà, et, bah, du coup, comme tu le dis, voilà, n'hésitez pas à partager du coup la vidéo pour que ça fasse un maximum de vues. Et que si jamais voilà, des personnes qui sont concernées, n'hésitez pas en fait à partager vos témoignages. Écrivez du coup les commentaires. On essaiera du coup d'y répondre. Ou en tout cas, voilà, on orientera vers d'autres personnes qui pourraient éventuellement vous apporter des informations. Il y a des pros, il y a des structures, c'est vrai. Il y a aussi du coup beaucoup d'associations de familles, des associations de patients. Et tout ça, en fait, ça compte. Et il faut aller vers ces gens-là. Parce que bah, du coup, c'est là en fait, on se rend compte que bon, bah, voilà, il y a tout plein d'autres personnes qui sont concernées, qui sont passées par là et qui peuvent éventuellement donner des conseils précieux. Voilà. Je ne sais pas si je peux nommer 2 cliniques à Montréal. Oui. Oui. Donc, tout à l'heure, la Polyclinique Centre-Ville ORL qui m'a beaucoup aidée. Et aussi dans le public, il y a une super bonne. C'est l'hôpital. Oh, j'oublie le nom. Ça va revenir. Ça me reviendra, je l'écrirai. Ouais. C'est un très bon hôpital aussi où il y a des spécialistes en commotion cérébrale et trauma crânien. Donc, voilà. On pourra J'oublie les le nom. écrire en commentaire. Tu les écriras en commentaire. Comme ça, du coup, Oui, un commentaire, ça comme un. va arriver. C'est pas grave. Voilà.
Merci beaucoup. du coup. Merci encore, Magda. Merci à vous du coup. N'hésitez pas à partager. Prenez soin- Non, je viens de m'en souvenir. Excuse-moi. C'est bon? Là ou pas? Non. Voilà. Ok, bah super, voilà. Bye bye. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. Prenez soin de vous. Et puis, bah, de toute façon, du Merci. coup, à très très bientôt. Ciao. Merci.